Alors, pour lancer la discussion, je vais commencer avec une question plutôt institutionnelle, puisqu'elle va ouvrir la réflexion, et elle porte sur les enjeux. Et là, je vais me retourner plutôt vers Laurent. Alors, j'ai posé la question à l'IA. Comment l'IA peut-elle être intégrée de manière efficace dans les programmes éducatifs pour enrichir l'expérience d'apprentissage des apprenants? Quels sont les avantages et les limites de l'utilisation de l'IA dans l'évaluation et le suivi de leur progrès? Et en fait, elle m'a répondu comme ça, par une série de questions qui permettent de lancer le débat. Et donc, Laurent, tu vas avoir la tâche assez difficile de rebondir. Donc, j'affiche ici la feuille de route stratégique du numérique pour l'éducation, mais après, tu fais ce que tu en veux pour enrichir la discussion. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, contrairement à mes deux voisins, je ne suis pas un spécialiste sur l'intelligence artificielle. Je n'ai pas fait mon intervention avec ChatGPT, comme parfois ça peut se faire. Je tenais bien évidemment à témoigner et rappeler un peu quels étaient les enjeux que nous portons au sein de l'Académie de Versailles, de la région académique, puisqu'Anne-Cécile a parlé du territoire de la région académique, et également porté par la direction du numérique éducatif, qui est une direction du ministère de l'Éducation nationale. Bien évidemment, depuis tout le temps, l'objectif de la DAN, c'est d'accompagner les évolutions des technologies. L'intelligence artificielle est une technologie qu'on aborde avec enthousiasme ou avec interrogation. En tout cas, on s'en saisit, on en parle depuis peu ou depuis longtemps. Tout dépend quel regard ou quelle attention nous portions à l'intelligence artificielle. Elle existe depuis très longtemps et c'est vrai que ces derniers temps, et notamment cet hiver, on s'est fait un écho sur ChatGPT et on pourrait imaginer que l'intelligence artificielle, chez certains, en tout cas de ce que l'on peut entendre, chez certains élèves notamment, est née seulement il y a quelques mois. Les enjeux, ils sont multiples. J'ai entendu quelques questions. Bien évidemment, pour nous, c'est comment est-ce que nous pouvons sensibiliser, acculturer, éduquer, former les enseignants, mais également et surtout d'ailleurs les élèves. Ça, c'est un volet, ou en tout cas plusieurs volets qui sont très importants. Nous avons à parler ou à travailler également sur l'évaluation, sur les métiers, sur la transformation également que peut apporter l'intelligence artificielle. Donc on est aussi sur les parcours. Je ferai peut-être un premier volet en commençant par ce que souhaite la DNE, la direction du numérique. Peut-être le savez-vous ou pas, elle a publié une vision stratégique au mois de janvier de cette année et elle inclut notamment dans ces thématiques deux éléments. L'un qui est participer ou en tout cas s'impliquer dans les projets innovants, qui est un élément important. On verra tout à l'heure certainement une slide où elle est là, voilà, c'est ça, que vous retrouvez facilement sur le site de la DAN ou sur les sites institutionnels du ministère. Et puis, au-delà de cette vision stratégique innovante également, il y a un volet sur l'éducation citoyenne auprès de nos jeunes, leur apprendre à savoir utiliser, naviguer, se repérer, sélectionner, trier, utiliser les informations. Voilà, je voudrais revenir un petit peu sur ces différents points. Sur la DAN de Versailles, nous sommes déjà engagés dans ce travail de sensibilisation. Nous avons créé un groupe de travail académique avec des chargés de mission, des personnels ou des professeurs volontaires sur le sujet. Je parlais tout à l'heure de sensibilisation et d'acculturation. C'est vraiment le premier domaine. On tente, on produit des ressources pédagogiques, explicatives, des scénarios que l'on montre aux enseignants. Ces GT ont pour vocation ensuite de pouvoir être diffusés plus largement et on est vraiment dans ces étapes de l'expérimentation. On démarre depuis très peu également avec les corps d'inspection, pour ne pas dire, on en a parlé récemment encore avec les doyens, les inspecteurs IEN, les inspecteurs IAIPR, que ce soit premier et second degré, de la voie professionnelle, générale et technologique également, des discussions sur les enjeux de cette transformation par l'intelligence artificielle pour mieux comprendre son fonctionnement, préciser le cadre juridique, le cadre éthique que l'on doit aborder, mais également, bien évidemment, comme je l'ai dit, les apports pédagogiques, les impacts sur l'emploi et les enjeux des politiques publiques. Donc ça, ce sont des choses qui vont revenir très prochainement
parce que nous avons tout simplement des commandes sur ce sujet-là, où nous avons à aborder dans nos différentes thématiques auprès des enseignants du territoire. Je rappelle que l'Académie de Versailles, c'est plus de 80 000 enseignants. On ne peut pas s'engager dans des plans de formation avec une réactivité de 3 semaines, parce que la formation des formateurs et ensuite la formation auprès des personnels qui sont enseignants ou non enseignants nécessite une réflexion, une industrialisation de nos plans de formation pour venir ensuite jusqu'à vous, soit dans le cadre des stages dont on a parlé tout à l'heure, des parcours magistères ou des formations d'initiative locale. Il est important également de mettre l'accent sur les potentiels à améliorer, ou en tout cas ce qu'apporte l'IA dans les processus d'apprentissage. On a posé des questions, comprendre comment l'IA peut aider l'individualisation et de l'apprentissage, la gestion des données massives, rester, je le disais tout à l'heure, attentif aux questions d'éthique également, de confidentialité et de responsabilité. Pour autant, on sait que l'IA offre des perspectives prometteuses pour les enseignants, pour l'éducation. Aujourd'hui, on est en mesure, on est capable d'adapter sa pédagogie en fonction des besoins spécifiques des élèves. Il faut que l'on voit et que l'on travaille sur les effets positifs de ce que peut apporter l'intelligence artificielle et ne pas diaboliser cette notion, ou en tout cas cet atout. On peut fournir des outils plus interactifs, on les utilise d'ailleurs, ou en tout cas avec des technologies de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Mes collègues ici présents en parleront d'ailleurs mieux que moi. Donc il faut vraiment aborder cette notion d'une part, c'est un premier message, à la fois avec enthousiasme, avec réflexion, mais également avec prudence. Le deuxième message, c'est ne surtout pas oublier que les enseignants dans les établissements, face aux élèves, jouent un rôle essentiel et capital. L'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'enseignant. Il y a aujourd'hui des compétences, des comportements, des postures que l'intelligence artificielle ne remplacera pas. La gestion de la classe, la relation humaine, la communication sont des éléments aujourd'hui qui restent prépondérants et qui restent portés par l'enseignant. Ce sont des gestes professionnels qui sont nécessaires et aujourd'hui, on n'a pas ces remplacements-là. L'IA, pour nous, doit être aujourd'hui ce que nous nous disons considéré comme un outil au service des enseignants qui ne se substitue pas au travail et à la posture de l'enseignant. Le deuxième volet, c'est le volet de la formation. On disait tout à l'heure que c'était un élément essentiel, sensibiliser, éduquer et surtout former les enseignants. Il faut que l'on puisse, c'est les premières entrées que nous avons souhaitées bien évidemment, éclairer davantage sur le vocabulaire, sur le concept des IA génératives. Vous savez, celles qui produisent du texte à partir de bases de données en se rapprochant le plus possible de la question qui a été posée. Pour autant, il faut mener quand même un travail assez important sur la formation avec les enseignants, avec des labos de recherche, avec des entreprises justement de la tech, c'est la présence des deux personnes, pour savoir comment est-ce que l'on peut penser l'évaluation des élèves. Sur quel temps d'apprentissage cela doit-il se passer? Avec quel type d'outils? Dans quel contexte pédagogique on peut construire ce cadre pour aider les élèves à développer ses propres compétences? Et en même temps, il faut également distinguer ce qui va relever des usages du professeur et des usages des élèves. L'IA, avant tout, elle est là pour aider les enseignants, mais dans ses préparations, mais également pour l'élève. Il est aussi nécessaire de rappeler que ChatGPT n'est pas RGPD compatible. Aujourd'hui, il y a des procès, en tout cas, il y a des remarques qui sont faites sur l'utilisation, sur la protection des données, concernant l'utilisation qu'on peut en faire. N'oublions pas le cadre dans lequel, à l'école, nous évoluons et la posture que nous pouvons avoir. On peut utiliser, admettons, l'intelligence artificielle, comme je viens de le citer, pour des démonstrations, pour montrer l'outil, mais on ne peut pas forcément en faire systématiquement et obligatoirement un outil en classe à utiliser par les élèves tout le temps. Sur l'évaluation, un autre point, puisqu'on parlait des enjeux, on doit repenser l'évaluation pour favoriser des modalités plutôt présentielles avec les élèves. Mais
l'IA va aussi montrer l'importance de développer chez les élèves une posture d'auto-évaluation. Et tout à l'heure, je parlais également des métiers. Si l'IA va transformer les métiers dès demain, on dit aussi qu'elle va en supprimer. Il ne faut pas oublier qu'elle va aussi en créer. Et nous avons des enjeux justement à relever sur ce sujet-là, puisque nous avons, et c'est le rôle de l'école, à penser aussi les métiers, les compétences de demain dans lesquelles ou au travers desquelles nous allons utiliser l'intelligence artificielle. Il est donc nécessaire de former nos jeunes, nos enseignants, sur des sujets que Bastien Masse expliquera mieux que moi, sur l'art du prompt notamment, sur la question des requêtes. Mais je terminerai en disant que l'école, avant tout, elle doit former à ces nouvelles compétences de manière indéniable. On ne peut pas échapper, on doit pouvoir continuer, mais de façon équitable, afin de mieux armer nos élèves à toutes ces possibilités de créativité et de production qui vont devenir exponentielles. Il faut éviter toute nouvelle fracture. On a eu la fracture du numérique, on ne va pas rajouter une fracture sur l'intelligence artificielle. Voilà aujourd'hui ce que nous pensons, ce que nous voyons, la vision que l'école peut avoir, que la DNE, la direction du numérique, porte, que les DAN, les délégations académiques, portent, dont le cœur de métier, c'est la formation et l'accompagnement, en particulier sur les nouvelles technologies. Merci effectivement d'avoir posé les enjeux par rapport à l'IA. Mais au fait, est-ce qu'on sait réellement ce que c'est que l'IA? C'est-à-dire que nous parlons les uns et les autres d'IA, mais qu'est-ce que l'IA? Alors, on peut avoir en tête des représentations cinématographiques, parmi lesquelles, par exemple, le 2001, l'Odyssée de l'espace, ou Blade Runner, où on fait passer le test au répliquant pour vérifier qu'il est humain ou une machine, le test de Turing. On pense à Terminator, qui est à la fois un robot et une intelligence artificielle terrifiante. On pense à Her, qui est un assistant qui réalise toutes sortes de tâches, mais qui en fait se révèle être une intelligence complètement supérieure et généraliste, finalement forte. Le Monde titre « ChatGPT ouvre-t-il une nouvelle ère ?» Et donc, tiré du MOOC justement qui a été réalisé par ClassCode, on a ici une définition qui est proposée par Jean-Gabriel Ganassia, ou du moins qui pose le... Est-ce que ça existe? Est-ce que vous y croyez en l'intelligence artificielle? Parce qu'ils imaginent que... Alors le son n'est pas très fort, mais grosso modo, il dit est-ce que vous y croyez? Il y a une fantasmagorie autour de l'IA, et l'IA, c'est pas du tout ce que vous imaginez, et en fait, c'est beaucoup plus simple que ça, et ça peut être expliqué de façon scientifique. Voilà, donc là, on a également l'intelligence artificielle qui se définit elle-même. Donc le son ne passe pas bien, donc je vais laisser tout de suite la place à une définition par Bastien Masse peut-être, et qui sera complétée par une explication pratique de ce que c'est concrètement au travers du logiciel Lalilo. Donc pour toi, Bastien Masse, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Comment est-ce que tu la définirais? Il y a plusieurs définitions scientifiques, mais... Les exemples qui ont été donnés déjà sont en général ceux qu'on retrouve souvent. Bon, peut-être Terminator en premier des fois, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de réexpliquer aussi. Donc peut-être la première chose, c'est de dire que si je devais donner une définition, ce serait l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques ou des méthodes ou des architectures qui ont pour objectif de réaliser des tâches qui habituellement sont faites par des humains ou des animaux, puisqu'on n'a pas le monopole de l'intelligence. Mais du coup, c'est une grande famille avec plein de technologies dedans, et ça s'explique par l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc ça remonte aux années 50, où on peut voir apparaître ce terme-là, et du coup, forcément, qui est passé par plein d'étapes d'évolution, donc de ralentissement, d'accélération. Aujourd'hui, on est dans une phase plutôt d'accélération, mais sur des technologies ou des architectures très spécifiques qui sont plutôt liées aux IA génératives, à la génération d'images ou de langage. Et donc voilà, c'est une grande famille qui finalement correspond à des approches différentes de faire une même tâche, qui est de se rapprocher de l'intelligence humaine, en tout cas de réaliser des tâches que pourrait faire un humain. Et à chaque fois, on va utiliser finalement des architectures en fonction
des tâches qu'on souhaite faire. Donc ça reste une grosse boîte à outils qui n'a pas la même portée. On a une intelligence artificielle, elle est spécifique, elle est faite pour réaliser une tâche. On n'a pas des intelligences artificielles ou une intelligence artificielle générale qui pourrait un peu tout faire bien. Donc c'est aussi là-dessus qu'on se distingue, nous, humains. Hein. Nous, on est un peu nuls, mais on fait plein de choses un peu moins bien. Voilà. Une IA, elle fait des choses spécifiques extrêmement bien. Et c'est pour ça qu'on peut avoir cette impression de décalage aussi. Mais il faut choisir voilà, ces architectures-là ou la manière dont on va utiliser des types d'IA en fonction de ce qu'on veut faire. Des fois, on va avoir besoin de faire, par exemple, de la prédiction et d'avoir des résultats qui peuvent être assez fiables. Et dans d'autres cas, on va pouvoir expliquer pourquoi on a obtenu ce résultat-là. Donc non seulement d'avoir une prédiction fiable, mais de pouvoir remonter en arrière et de dire mais pourquoi je me retrouve avec cette prédiction-là. Et ça, toutes les architectures ne permettent pas de le faire. Et en fait, souvent, ça va être une question d'équilibrage et de choix, on va dire, stratégique, mais aussi éthique, entre l'explicabilité, par exemple, et la précision. Donc en effet, et puis dans les MOOC justement qui permettent de commencer à se former à ces questions d'IA, ce qui est souvent cité, c'est aussi le robot qui peine énormément à saisir des objets. Et donc finalement, on se rend compte de la complexité des tâches qui doivent être programmées pour chaque IA particulière. Lalilo, peut-être pour expliquer, donc donner un exemple concret un autre type d'IA dans le logiciel. Ah oui, effectivement. Donc Lalilo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un applicatif pour le premier degré, donc pour les élèves de 5 à 10 ans, pour assister les enseignants, les aider à enseigner la lecture. Donc il y a une plateforme élève et une plateforme professeur pour le cycle 2 et le cycle 3. Et effectivement, on est construit sur les technologies dites d'intelligence artificielle. Donc pour continuer ce qui a été dit, oui, effectivement, les technologies d'intelligence artificielle, il y en a plein, et à chaque fois, elles ont une tâche précise. Donc, je peux donner les exemples très facilement de Lalilo pour dire ce qu'on fait, nous, en intelligence artificielle. On ne fait pas du tout ChatGPT, pour l'instant. On a 3 algorithmes, enfin, 3 groupes d'algorithmes. Un pour positionner les élèves. Première fois qu'un élève joue à Lalilo, donc on est sur les compétences de lecture, de décodage, de déchiffrage, de conscience phonologique, conscience graphémique. En fait, nous, on n'a pas d'informations autres sur l'élève la première fois qu'il se connecte que éventuellement son nom, bon, ça ne dit pas grand-chose, et son niveau de classe. C'est très réduit. Comme nous, on veut faire de la différenciation pédagogique, il faut en savoir sur l'élève. Donc, on a un premier algorithme qui, sur les 30 premiers exercices, va donner un résultat qu'on veut être le plus précis possible, effectivement, sur où est-ce qu'il en est, où elle en est, de la chaîne des compétences de l'apprentissage de lecture au cycle 2 et 3. Ça, c'est le premier algorithme, un test de positionnement, en fait, qui est très simple. On a un deuxième algorithme, qui est la plus grosse partie de Lalilo, qui est effectivement un algorithme de prédiction. C'est-à-dire, nous, on a 100 000 exercices possibles tout le temps. Donc, jamais 2 élèves joueront le même exercice au même moment. Le but, c'est faire de la différenciation pédagogique assistée par ordinateur. Donc, pour rebondir sur ce qui a été dit, on ne le fait pas mieux qu'un prof. Si on veut, on met un prof par élève et on aura la différenciation pédagogique parfaite. Juste, on le fait de façon instantanée pour tous les élèves en même temps. Donc, il y a une économie de coût qui est évidente. Et notre but, c'est de le faire, donc de prédire quelle est la bonne activité pour cet élève à ce moment précis. Donc, ça revient à faire quoi? À faire quelque chose qui est très connu en sciences de l'éducation depuis longtemps, c'est-à-dire à mettre les élèves dans leur zone proximale de développement. Pour faire ça, on utilise une famille d'algorithmes, pour ceux qui connaissent les paramètres IRT. Et en fait, c'est une théorie, c'est pareil, d'algorithmes qui existe depuis des décennies. Donc on n'a rien réinventé dans le monde de l'éducation, on n'a rien réinventé dans le monde de l'algorithmie, mais par contre, on a fait se rencontrer ces deux mondes et on a créé de l'innovation pour ça, au service de l'efficacité des enseignants dans le cadre de la différenciation pédagogique. Le dernier algorithme est très différent, c'est pour vous dire qu'on investit sur plusieurs champs dans la recherche-action, c'est la reconnaissance vocale. C'est-à-dire que dans l'apprentissage de la lecture, on sait bien... Il est crucial. La lecture à voix haute est un élément crucial, et notamment la fluence de lecture à voix haute est un des précurseurs les plus forts des capacités de lecture. Et donc, ça prend beaucoup de temps et de ressources de faire lire un élève devant soi quand on est enseignant en premier degré à voix haute et de pouvoir lui faire un feedback sur un retour formatif sur ce qu'il est en train de faire. Donc nous, on le fait avec la machine. Donc l'élève, s'il a un micro, enregistre sa lecture à voix haute, et nous, on a un algorithme qui vient lui faire un feedback en temps réel sur la qualité de ce qu'il a lu. Donc là, on est sur un tout autre champ algorithmique, reconnaissance du signal sonore
Et donc voilà, on a 3 familles d'algorithmes différents, c'est des besoins très précis, avec garder au cœur le but de faire gagner du temps aux enseignants, de les rendre plus efficaces dans leur pratique professionnelle, d'être un outil vraiment de l'enseignant, de son efficacité professionnelle, et en aucun cas de le remplacer, juste lui permettre de passer plus de temps sur d'autres tâches, avec d'autres élèves par exemple. Voilà, donc là on a une illustration concrète d'une forme d'IA particulière, et donc c'était évoqué par l'IA elle-même qui, dans les pistes vraiment positives de ces possibilités, évoquait donc la personnalisation, l'individualisation, le suivi renforcé, donc une sorte de tuteur intelligent au service de l'enseignant. Mais l'autre question qu'on peut se poser, et les enseignants vont certainement la poser, c'est oui, c'est très bien, et donc c'est un logiciel qui effectivement est intéressant. Par contre, moi concrètement dans ma classe, avec mes élèves, comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a des exemples concrets? Parce que mes élèves vont utiliser ChatGPT par exemple, ou d'autres IA génératives. Moi-même, comment est-ce que concrètement je peux m'y prendre? Donc vous avez peut-être entendu parler de l'art du prompt, et peut-être que Bastien Mas, tu peux nous en parler. Oui, bon, moi j'aime pas trop cette formule, hein, l'art du prompt, parce qu'on remet voilà, la dimension artistique, justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pas parler d'art de faire des recherches de Google ou de l'art d'utiliser sa calculatrice pour faire des calculs simples. On rajoute cette dimension artistique parce qu'on voit bien que c'est un peu flou, un peu fantasmé. Bon, après il peut y avoir des raisons aussi parce que, encore une fois, c'est l'utilisation du langage, et c'est ça, on évoquait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on parle plus, ou on a l'impression qu'on parle plus des IA génératives, c'est parce qu'elles touchent à quelque chose qui est plus fondamental pour l'humain, qui est la maîtrise du langage. Et effectivement, le fait d'être face à une machine qui parle bien, on a l'impression, et on fait plus facilement ce transfert vers de l'intelligence. Donc c'est ça qui peut être perturbant. Donc utiliser ou bien faire des prompts, c'est-à-dire savoir communiquer avec ces IA génératives-là de texte, ça consiste à pouvoir faire cette première requête, puisque déjà elle ne fonctionne pas sans apport. C'est-à-dire que voilà, ChatGPT, si on ne lui demande rien, il ne fait rien. Donc il va répondre à quelque chose, et il va répondre à ce prompt, donc la phrase qui peut être une question, qui peut être juste du texte. Et la fonction de ChatGPT, c'est d'inventer une réponse ou une suite à ce texte. Donc sa fonction en tant qu'IA, c'est très très simple, hein. C'est quel est le mot suivant le plus probable par rapport à ce que l'utilisateur m'a dit. Et sa fonction, c'est d'essayer de trouver des mots qui sont cohérents dans la suite de ce prompt, donc de ce qui a été rentré par l'utilisateur. Donc plus on rentre, on va dire, un prompt précis avec du contenu, avec un contexte, et plus on a des chances d'avoir une réponse contextualisée. On peut jouer avec aussi la fiction, c'est-à-dire si on le met dans un environnement spécifique, à une époque spécifique, si on le fait jouer un personnage par exemple, on va aussi avoir une réponse qui va être basée sur ces informations-là. Donc là aussi, ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est d'essayer de cibler au mieux. Si on veut des réponses précises ou le forcer à trouver des sources ou à justifier ou à argumenter, il va falloir aussi lui demander. Donc c'est vraiment de la requête, et c'est conçu pour faire de l'aller-retour. C'est la fonction de chat qui est intéressante. C'est qu'il y a une mémoire à court terme dans les conversations, et que c'est pas comme Google où on fait une recherche, et puis si j'ai pas les résultats dans la première page, je passe à autre chose et je vais reformuler. Là, on peut continuer de discuter, on peut dire, bon bah non, c'est pas exactement ça que je voulais, ou la première partie est bien, mais voilà plus ce que j'attendais, et vraiment engager une discussion qui va permettre de se rapprocher, un peu comme si on discutait avec quelqu'un ou avec une fonction d'assistant auquel on va pouvoir donner des consignes et préciser notre pensée pour obtenir ce qu'on souhaite obtenir. Voilà, donc ça parle peut-être beaucoup aux professeurs de mathématiques. Alors je vais prendre l'exemple d'un cours de français, par exemple. Qu'est-ce qu'un professeur de français pourrait demander à ChatGPT si jamais il voulait, par exemple, faire travailler ses élèves à la rédaction d'un texte, l'amélioration d'un paragraphe du point de vue de l'argumentation, des exemples, la citation des sources, par exemple. Ce qui est intéressant avec les LLM, donc les Large Language Models, comme ChatGPT, c'est l'évolution, la navigation dans le niveau de texte. Contrairement à un traducteur qui va juste traduire une phrase d'une langue à une autre, par exemple, ou un générateur de texte qui va nous générer un texte prédéfini, là on va pouvoir justement influer sur la manière dont le texte est rédigé, donc cette réponse qui va être fournie. Donc par exemple, en français, on peut très bien partir d'une idée simple et faire un texte, par exemple, de réponse sur un sujet ou sur une question ouverte, demander à l'élève de formuler juste ses idées, et ensuite demander à ChatGPT d'argumenter, donc de transformer des idées simples
en un argumentaire, et de comparer ce qui fait la différence entre mes idées à moi qui étaient très simples, qui n'étaient pas mis en forme, et la manière dont ChatGPT va par exemple organiser ces phrases-là, me faire des paragraphes, me trouver des justifications, de l'argumentation, et développer le texte. Donc que ce soit en français ou dans les langues surtout, c'est assez intéressant de voir cette évolution-là. On peut copier aussi des styles d'auteurs, par exemple. Donc on peut entraîner ChatGPT. Donc si on le fait sur des auteurs connus, normalement, il va être en mesure de copier un peu ces styles-là. On peut aussi lui fournir du texte prédéfini, donc dans son prompt de base, et lui dire « essaye d'écrire à peu près comme ce style-là ». Et donc de voir ce qui va sortir, par exemple, sur un texte qui aurait pu être écrit par des élèves. On peut le faire en cadavre exquis et raconter une petite histoire avec plusieurs élèves, et ensuite transformer ça et voir ce que ça donne dans le style de Jules Verne, dans le style de Dickens, et de comparer en gros les formulations, les tournures de phrases. On peut copier de l'ancien français, par exemple, et changer à partir du même texte, donc vraiment naviguer dans ces niveaux de langage. Oui, donc se pose finalement la question de l'accompagnement et de la formation des enseignants. Donc est-ce qu'on peut imaginer un scénario de formation? Vous l'avez fait dans le MOOC Intelligence artificielle avec intelligence. Quel serait un scénario de formation qui permettrait de former les enseignants? En fait, aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle avec intelligence, on l'avait fait dans le but d'expliquer ce que c'était que l'intelligence artificielle au grand public, pour les enseignants, pour les médiateurs. On n'avait pas cette notion-là de ce que c'est que l'intelligence artificielle en éducation. Ça, c'est ce sur quoi on travaille dans le projet AI40, par exemple, qui est un projet européen. Mais ça change vraiment la question. À la fois, il y a une technologie à comprendre, qui ne nécessite pas des concepts extrêmement complexes, mais qui évolue vite, qui est en ce moment en plein changement. Et ensuite, de se poser la question de ce que ça change, de quel impact ça a sur un secteur défini, auprès d'un public défini, qui va être celui des enseignants en éducation. Et du coup, la difficulté, nous, sur le projet Opéra, par exemple, la conclusion qu'on avait, c'est que ce n'était pas une difficulté technologique d'expliquer l'IA, ça devenait une difficulté pédagogique et didactique. En fait, là où on avait le plus de freins et de difficultés était là. Parce que ça pose des questions sur l'évaluation, sur la méthode d'apprentissage, sur ce qu'on doit apprendre aussi, sur comment conserver la valeur de l'apprentissage et de la recherche quand on a quelque chose qui nous donne des réponses à tout. Donc à maintenir du lien et du sens aussi pour les élèves, de ne pas rentrer non plus dans une bataille technologique avec les élèves. Donc pour moi, le parcours, en tout cas la formation, c'est déjà de maîtriser techniquement et scientifiquement ce qu'est cette technologie, de pouvoir la distinguer aussi dans ses différentes formes, et ensuite plutôt de travailler sur ce que les enseignants savent déjà, c'est-à-dire, mais moi du coup pour mon métier, pour mon rôle de relais, qu'est-ce que ça change pour les compétences, pour mon rapport aux élèves, comment je peux maintenir le pacte d'apprentissage entre moi et les élèves quand on est perturbé par des objets qui sont assez puissants comme cela. Et pour moi, c'est plus la direction vers laquelle on doit aller là, c'est vraiment de mener une réflexion commune entre les experts informatiques et les enseignants, et sur cette question pédagogique et didactique, et notamment celle des compétences, parce que c'est pas tant une question de métier, de transformation des métiers, mais plutôt de transformation des compétences, et après il y a une adaptation ou pas. Mais ce que ça pose uniquement la question il y a des manières différentes aujourd'hui d'apprendre, d'enseigner, de créer, de travailler, et c'est ça qu'il faut parvenir à mieux définir. Et toi, Pascal, avec Lalilo, est-ce que tu as observé de la part des enseignants et des élèves des questionnements particuliers, le développement de compétences particulières liées à l'utilisation d'une IA, même si elle est dissimulée derrière une application informatique? Alors c'est une bonne question que tu poses. Est-ce qu'elle est dissimulée? Elle ne devrait pas l'être, et nous on fait tout pour qu'elle ne le soit pas. Disons, et pour répondre, nous on est lauréat d'un partenariat avec la DNE, le P2IA, et une des missions du P2IA, c'est de former les enseignants à comprendre les enjeux de l'IA et à comprendre ce qu'il y a dans cet outil. Je pense que c'est vraiment crucial pour le bon usage de l'outil, et surtout pour lever les peurs ou les fantasmes ou l'excès d'enthousiasme sur ce que va pouvoir faire cet outil. Quand j'ai décrit très brièvement les algorithmes, c'est ce que je fais à chaque fois que je rencontre un enseignant et qu'il me pose la question, à chaque fois qu'on intervient
même dans juste un atelier de découverte de la Lilo, on parle toujours de ce que peut faire et de ce que ne peut pas faire cet algorithme, de ce qui va faire gagner du temps. Donc bien sûr, on ne leur explique pas chaque paramètre, chaque surcouche logicielle qu'on met pour améliorer nos prédictions ou améliorer la précision du feedback sur le retour audio. On ne les fait pas entrer dans la technique, mais on leur explique vraiment ce que ça veut dire. Et ça peut être quelque chose d'assez basique. On nous demande par exemple, la première demande dans le premier degré, ça serait d'avoir une ressource offline. Parce que la Lilo, forcément, ça n'utilise qu'Internet. Mais beaucoup d'enseignants viennent nous demander une ressource offline. Donc du coup, je leur réponds pas juste « non, il faut qu'il y ait Internet », je leur explique pourquoi. Parce que après chaque exercice joué par un élève sur la Lilo, il y a un appel au serveur, il y a un traitement par l'algorithme justement, et il sort un output de voilà le prochain exercice que tu dois donner, ou voilà le feedback que tu dois envoyer. Sinon, il faudrait qu'on vienne installer un serveur dans chaque école de France, ça serait compliqué. Et ça part de ces petites choses-là, quoi. Et du coup, c'est une sorte d'acculturation à ce type de technologie. Les enseignants, comme n'importe quel citoyen, sont habitués aux technologies plus habituelles. Là, il faut juste s'habituer, et dans sa pratique professionnelle, tout comme dans sa vie personnelle, à ce que c'est que l'IA. Et donc, juste pour finir sur le côté caché, je pense qu'effectivement, l'élève qui est en train d'apprendre, il n'a pas d'intérêt à savoir comment ça marche. En tout cas, ce n'est pas notre but. Donc, lui, on n'en parle pas, mais à l'enseignant, on lui explique bien, et par de la documentation, et par de la formation quand on se rencontre. On fait des webinaires toutes les semaines où on parle de ces sujets-là, et je pense qu'il est vraiment crucial que ce ne soit pas une boîte noire au sens, pas juste leur donner les éléments techniques et les noyer sous cette information, mais constamment leur donner l'explication de comment ça marche. Parce que c'est comme ça qu'on sait qu'on a le réflexe de se dire « Ah bah oui, la Lilo, ça me permet de faire ça, mais ça ne fera jamais ça. » Parce que des fois, il y a aussi le côté magique. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, donc nous, on répond oui, non, on ne remplacera jamais un enseignant par un algorithme, juste on lui fait gagner du temps, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais aussi l'excès d'enthousiasme. Combien de fois j'ai dit « Ah non, mais ça, de toute façon, c'est bon, l'algorithme, il va sortir, il va détecter tout de suite ce genre de problème. » Bah non, c'est un nouveau problème que tu me poses. Oui, je pourrais créer un algorithme pour faire ce problème pédagogique, mais du coup, il faudrait que j'ai une base de données, que je l'entraîne, que je la teste. Ça peut prendre des mois, voire des années, selon la difficulté de la tâche. Il n'y a rien de magique. Justement, par rapport à ce côté fantasmé, magique de la boîte noire, est-ce que ce n'est réservé qu'aux enseignants de mathématiques ou d'informatique, la compréhension des enjeux qui se cachent derrière l'IA, ou est-ce qu'on peut aborder ces questions-là, quelle que soit la discipline ? Alors, moi, je ne suis pas enseignant de mathématiques, je ne suis pas data scientist, et je comprends les enjeux de l'IA. Donc pour moi, je pense que c'est un besoin de tout le monde, pas que des enseignants dans leur pratique professionnelle. Hein. C'est un besoin de nos sociétés, de nous tous en tant qu'utilisateurs, pas que les adultes d'ailleurs, les enfants aussi effectivement doivent comprendre, en tout cas à partir d'un certain âge. Donc non, pour moi la réponse est... bien sûr, on n'ira peut-être pas dans le même niveau de complexité, bien que des fois les modèles ne soient pas forcément complexes, hein, comme l'a rappelé Bastien tout à l'heure. Mais... Non, je rejoins, c'est complètement une question citoyenne. C'est un tronc commun de connaissances qu'on doit acquérir en tant que... même pour les élèves ou futurs employés aussi. C'est techniquement pas si compliqué, c'est-à-dire qu'on peut vraiment comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle avec des concepts informatiques de base. On peut rentrer en premier contact avec cette réflexion-là aussi, qui est liée à l'intelligence, parce que finalement c'est de ça qu'on parle. On parle de technologies qui sont, qui ont des formes vraiment toutes différentes. Il n'y a que ce mot-là qui est resté commun d'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs essayé de se débarrasser aussi la Commission européenne, d'enlever le côté intelligence, qui est l'autre mot déjà qu'on n'arrive pas à définir. Donc définir quelque chose de compliqué technologiquement par encore quelque chose de compliqué qu'on n'arrive pas vraiment à définir, ça facilite pas la représentation qu'on en a. Mais la réalité, c'est qu'on peut s'interroger sur pourquoi ça me semble intelligent aussi. Ça, par exemple, on peut le faire assez jeune, même en cycle 3, on peut faire des activités débranchées autour de, autour de l'IA et voir un peu... par exemple, un comportement par rapport à un jeu qui apprend à jouer et qui va s'améliorer au fur et à mesure, et de se dire « Ah bah oui, ça a l'air intelligent, à la fin, il gagne tout le temps. » Mais quand on a vu le processus, on se dit « Ah bah, c'est que ça !» Et souvent, on est un peu déçu.
parce que finalement ça repose sur des concepts assez simples, mais ça permet de déconstruire cette représentation-là, le côté boîte noire, le côté magie noire, où on va être piégé parce qu'on a l'impression d'être face à quelque chose qui est plus fort que nous. Et vraiment, la compréhension, elle permet de déconstruire ça. Sur les prompts, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, c'est intéressant de voir que si on n'a pas d'expertise du tout, ça ne me sert pas à grand-chose d'avoir une intelligence très ouverte et des réponses très techniques de ChatGPT. Si je ne connais rien au domaine, je ne serai pas en mesure de savoir s'il me raconte n'importe quoi. Donc moi, j'utilise souvent ça en présentation. J'ai un prompt en chinois avec une réponse en chinois. Et cette réponse, c'est les étapes à suivre pour plier correctement un parachute. C'est le genre de choses dont je veux être sûr. J'ai envie de vérifier cette information-là. Mais si je n'y connais rien en parachute, que je ne maîtrise pas la langue, tout ça, c'est opaque. Et le but, c'est plus que ce soit opaque, c'est qu'on puisse prendre conscience que j'ai besoin à la fois de connaissances sur le sujet, parce que sinon, c'est plus un outil, ça devient juste un relais auquel je passe le savoir. Et en même temps, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne pour l'utiliser correctement et ne pas me faire piéger par ce côté ou cette impression de magie, parce que je vais avoir un retour qui semble me satisfaire. Alors, en t'écoutant, j'ai envie d'aborder la question de l'éducation aux médias et à l'information et à la manière dont les IA vont peut-être générer des informations fausses et comment accompagner les enseignants et les élèves dans le décryptage de cette actualité qui pourrait être complètement manipulée. Oui, ça a changé pas mal de choses. Après, c'est une question intéressante parce que moi, de mon point de vue, elle est vraiment en évolution. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de l'éducation aux médias comme on le faisait il y a encore quelques années, à faire de la recherche de sources, de l'observation du document ou de l'image, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a vu, on ne peut plus distinguer le vrai du faux. Ça, c'est un des problèmes. Les sources, elles sont difficilement traçables. La duplication est trop rapide, les variations sont trop rapides. Et finalement, ce qui resterait, ce sont des réponses technologiques. C'est sans doute plus facile d'évaluer si une image a été générée par une IA, par exemple, en utilisant d'autres IA ou des algorithmes de reconnaissance. Et que peut-être dans l'outillage de l'esprit critique et de l'analyse des médias, on va devoir de plus en plus rentrer aussi l'utilisation de technologies en termes d'outils pour comprendre à la fois comment elles ont été générées et comment on peut les détecter. Donc pareil pour la génération de texte. Après, c'est un impact fort, parce que ça contribue aussi à créer un monde qui peut donner l'impression d'être rempli de faux. Et pour des générations un peu plus anciennes, c'est moins gênant parce qu'on peut avoir vu l'avant-après, et on vieillit, donc on a des certitudes, ou on a des souvenirs, ou des fois des faux souvenirs. Mais pour une génération jeune qui grandit ou qui apprend dans un monde où tout est potentiellement faux, ça peut avoir un effet vraiment dévastateur, de plus mettre d'importance non plus dans la découverte, dans la recherche, parce qu'on n'arrive plus à vérifier si une information est vraie ou pas. Et donc il faut avoir vraiment des outils et des armes pour acquérir ce savoir, ces repères-là, et pas se retrouver perdu dans un gros fil d'images ou de textes générés par des machines, et la plupart du temps pour des machines. Ça génère aussi du contenu de masse qui tend à la meilleure censure, c'est de générer trop de contenu. Et finalement, on perd du sens. Et je pense que ça, c'est vraiment le fil pour les élèves et pour les enseignants, c'est comment on arrive à retrouver du sens. Donc finalement, en vous écoutant tous les trois, il y a le mot compétence qui revient systématiquement. Donc développer les compétences numériques, les compétences de compréhension. Alors il y a une autre thématique connexe qui apparaît également dans la feuille de route stratégique, c'est la nécessité de ramener les filles vers ces filières-là. Donc je ne sais pas qui veut aborder cette question-là. Comment permettre aux filles de s'intéresser à ces questions d'intelligence artificielle, d'algorithmique, les métiers du numérique, je ne sais pas si vous voulez les uns et les autres. Alors, cette question ne se pose pas uniquement sur l'intelligence artificielle. Depuis maintenant quelques années, elle se pose plus largement sur des métiers genrés où on essaye de lutter au collège ou au lycée. Alors au début c'était au lycée, maintenant au collège. Maintenant on y réfléchit un petit peu plus sur les postures, notamment à l'école élémentaire et primaire, pour savoir comment
non pas développer, déployer ou faire attention à ces langages, etc., qui pourraient inciter ou déclencher des comportements chez les uns ou chez les autres. C'est un sujet qui touche vraiment des populations entières pour que les élèves, filles ou garçons, ne se censurent pas sur certains métiers. Donc c'est pas de la découverte de métiers très tôt, ça passe d'abord par des comportements, des mots, des utilisations, et puis ensuite c'est des parcours qui se construisent, où on déconstruit justement tous ces clichés pour inciter et pour proposer et permettre aussi bien aux garçons qu'aux filles, parce qu'on parle on parle beaucoup souvent des filles qui ne vont pas vers certains métiers. Inversement, on a exactement les mêmes comportements chez les garçons sur d'autres secteurs d'activité. Un petit témoignage de l'Elilo. Donc l'Elilo, c'est une petite équipe. À Paris, on est 30 ou 35 maintenant. Mais sur ces 35, c'est principalement des profils ingénieurs très, très spécialisés, que ce soit ingénieurs logiciels et aussi les ingénieurs recherche et développement data science. On est très fiers d'être à parité. C'est ce qui est très rare, il faut le dire, même dans la tech start-up, mais on a autant de développeurs hommes que de développeurs femmes, et même côté data science, je me demande si on n'a pas notre team leader est une femme. Et je pense qu'il faut aussi passer par mettre en avant ces exemples, tout simplement. Plus il y a de publicité, plus ça permet de dissoudre des éventuels préjugés ou des éventuelles autocensures. D'un point de vue de citoyen, c'est ça que je me dis. Mais oui, on peut témoigner qu'on a beaucoup plus de candidats hommes que femmes. Et on ne fait pas forcément exprès d'ailleurs de faire cette parité, mais c'est-à-dire qu'on en est fiers d'avoir cette parité. Donc on peut en témoigner, il est possible. Mais il faut continuer l'effort, quoi. C'est crucial, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que ce n'est pas uniquement sur le champ de l'IA, en fait, c'est sur tous les champs qu'il faut éviter d'avoir des préjugés genrés, quoi. Et pour finir, donc toujours par rapport à la formation des enseignants, qu'est-ce qu'on pourrait leur citer comme exemple concret? Là, l'enseignant qui, la semaine prochaine, dans sa classe, aimerait mettre en place une activité simple qui permette, par exemple, d'évaluer ses élèves différemment. Est-ce qu'il y aurait une application pratique intéressante avec génération de textes à trous, de questions Oui, après, moi, j'encourage les enseignants à tester, à se faire leur idée. Et encore une fois, c'est eux les professionnels, c'est vraiment eux qui sont en mesure de définir ce que ça peut leur apporter. C'est pas seulement que le gain de temps ou un outil qui peut accélérer des pratiques déjà en place. Ça permet vraiment de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Pour moi, c'est ça qui est intéressant à pouvoir explorer. On a parlé de l'individualisation, mais même un enseignant peut le faire avec ChatGPT, par exemple, effectivement, générer des sujets de thèse, de faire des textes à trous, de faire des QCM, tout ça, ça se génère de manière assez de manière assez cohérente, avec des textes qui sont soumis. Donc c'est aussi cette espèce de travail on cible et encore une fois on discute pour avoir les meilleurs résultats, enfin ceux qu'on souhaite. Mais c'est de commencer par cette exploration-là pour soi, voir et comprendre ce que ça m'apporte à moi en tant qu'enseignant, jusqu'où je peux aller avec, jusqu'où je me permets d'aller avec, les limites aussi, parce qu'il y en a plein, et il y a des soucis de reproductibilité, de sources, d'erreurs. Donc de maîtriser l'outil dans ses pratiques, et effectivement, après, ça peut être soit de le tester avec un travail ouvert avec les élèves, et d'en discuter aussi avec eux. Et pourquoi pas de voir aussi eux leurs pratiques, parce que forcément ils sont soumis aux mêmes questions et souvent avec bien moins d'encadrement ou de méthodologie pour tester cet outil-là. Et là on est un peu encore une fois dans une position d'observation, parce qu'effectivement on a cité tout à l'heure le positionnement de l'ADNE qui permet et qui encourage l'utilisation de ces outils-là, mais on a des contraintes d'usage, de connexion, d'adresse mail, de numéro de téléphone. On ne peut pas forcer les enseignants à les utiliser, on ne peut pas forcer les élèves à les utiliser, mais les technologies, si elles ne sont pas encadrées, sont des accélérateurs pour les inégalités. Et il faut pouvoir, pas seulement utiliser, mais il faut pouvoir former. Et les élèves ont besoin de ça. Et il y a vraiment un fantasme qui est de dire que les élèves sont au courant de toutes les technologies, qu'ils maîtrisent ça sur le bout des doigts et que tout le monde va tricher et qu'ils savent déjà tout contourner. C'est vraiment faux. Il y a une partie des élèves qui le maîtrisent, une partie qui s'y intéresse, il y en a plein qui restent hermétiques.
Encore une fois, c'est un outil qui utilise le langage, et pour beaucoup d'élèves, le langage, c'est compliqué à se projeter. Ils ont du mal à voir ce qu'on peut en faire aussi. Ils vont pas voir les limites ou les erreurs, et ils peuvent avoir cette impression, ou une impression juste aussi d'être dépité, et de se dire pourquoi je travaille, puisque je viens de tester, et la machine a fait mieux que moi. Donc il faut vraiment former, accompagner, et ça c'est un travail qui peut être mené peut-être entre l'enseignant et l'élève, parce qu'encore une fois, moi j'appelle ça, ce contrat d'apprentissage-là, il marche vraiment des deux côtés. Et il faut retrouver le sens, il va falloir faire du lien. Pas seulement que l'enseignant maîtrise un outil et accompagner l'élève là-dedans, il faut que aussi ils puissent travailler ensemble. Oui, on va arriver à la fin de cette présentation. Donc peut-être commenter les ressources qui sont des ressources que les enseignants peuvent consulter. Donc il y a le groupe Éducation numérique et recherche qui recense énormément de productions, de publications, et sur lequel il y a des carnets d'hypothèses autour de l'IA, justement, qui d'ailleurs peinent à suivre la fréquence de publication qui est croissante actuellement. 2 dossiers qui ont été produits, donc un carnet d'hypothèses qui essaie justement de faire le tour de... Enfin, c'était une des productions d'un GT numérique qui était dédié à l'IA et dans lequel ils ont recensé plein d'expérimentations menées dans différentes académies, et le livret de la DNE, le livre blanc autour de l'IA, qui permet justement d'envisager l'IA du point de vue de l'éducation, donc avec des ressources vraiment intéressantes. Je conseille aussi la lecture de cette bande dessinée avec plusieurs personnages différents qui sont dans des situations où l'IA est utilisée. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça permet de comprendre comment sont générés des biais sexistes, des biais liés à la faible représentativité, par exemple des langues rares ou des personnes qui sont moins représentées, typiquement moins occidentaux, blancs, développeurs. Donc comment faire en sorte que ces métiers soient développés. Donc le MOOC peut-être de ClassCode, je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots. Oui, c'est conçu, ça fait une dizaine d'heures, mais ça peut se faire en moins en fonction de ce que vous souhaitez consulter, notamment sur les fiches aussi de recherche qui sont faites pour aller plus loin. Il y a des activités clés en main aussi, il y a un petit module d'exploration pour comprendre un peu comment fonctionne justement la génération, la reconnaissance d'images. C'est fait pour des enseignants qui n'ont pas de prérequis, et l'idée c'est de comprendre déjà les grandes lignes et le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Et d'ici normalement quelques mois, on aura la partie des AI40, donc IA en éducation, qui va sortir, qui va être produit dans 5 langues. Donc cette fois-ci, qui va vraiment contextualiser cette compréhension des outils d'IA pour l'enseignant. Autre MOOC qui est proposé, donc c'est Element of IA, qui est également traduit dans plusieurs langues, qui lui met l'accent beaucoup sur les maths, mais même s'il y a une dimension philosophique intéressante, mais ça permet de bien comprendre aussi le fonctionnement des IA. Quelques conférences, voilà, et puis on a peut-être le temps pour 1 ou 2 questions, si vous le souhaitez, à nos intervenants. Sinon on est dans les temps, donc je ne sais pas si l'un d'entre vous voulait ajouter quelque chose. Voilà, écoutez, on va vous remercier pour votre attention et puis j'espère que vous irez vite consulter le MOOC.